Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Comme je vous l'avais promis lundi lors de mon test sur les consommations en mode confort et standard avec ma Model S, voici le même test pour les modes de conduite de la R5. Et là, on a un résultat extrêmement intéressant. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par Encharge. Et oui, salut, aujourd'hui, je suis à la recherche d'une borne qui m'a été donnée dans Encharge. Pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement pour gagner des kilomètres. Attendez, je vous explique. Vous installez l'application Encharge, vous enregistrez votre compte, et vous avez la possibilité de gagner des kilomètres en faisant des revues de bornes. Cela aide les opérateurs à répondre aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques. Et pour cela, ils payent Encharge. Et Encharge vous rémunère aussi en kilomètres qui seront reconvertis soit en bons d'achat, soit en kilomètres réels circulés gratuitement en rechargeant votre voiture avec votre compte Encharge. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, allez voir dans mes vidéos d'explication dans les fiches. Et sinon, si ça vous intéresse, utilisez mon lien de parrainage en description qui vous permettra d'enregistrer votre compte Encharge et de gagner déjà 20 km rien qu'en ouvrant votre compte et en validant votre adresse mail. C'est génial quand même. Bon, allez, c'est parti, moi je vais aller faire mes photos. Et voilà, je viens de gagner 6 km. Pour commencer cet épisode et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, la voiture du test est une Renault 5 e-Tech 52 kWh en finition techno. Elle dispose du pack complet des aides à la conduite que j'ai utilisé sur toutes les portions droites, comme les routes principales ou l'autoroute. Le trajet de test est le suivant. Premièrement, un trajet de chauffe de 9 minutes pour me rendre à Saverne. La voiture a été préconditionnée à la maison pour avoir des conditions identiques, quel que soit le mode de conduite. La voiture est donc à température lorsque je commence les tests. Ensuite, je me rends à Phalsbourg par le col de Saverne. Je prends ensuite l'autoroute A4 jusqu'à la sortie Orfelden et retour par les routes secondaires. Le trajet fait environ 60 km. Pour ces tests, je commence toujours par le mode éco, et donc c'est par lui qu'on va ouvrir le bal. Le mode éco nous limite à 115. Et donc, je n'irai pas plus vite même avec les autres modes. Ça permettra d'avoir des données comparables. La température est de 29 degrés. Il est 13h14. Et donc, voilà, on va faire le petit parcours. J'ai pas car scanner sur moi. Donc, j'ai pas pensé à l'emmener. Et donc, du coup, je peux pas avoir de mesures ultra précises. Va falloir qu'on se conforme en fait aux indications qui sont données par la voiture. Maintenant, c'est pas forcément idiot parce que de toute façon, quelle que soit la consommation, quel que soit le fonctionnement, la voiture, en fait, elle, si elle a une erreur de mesure, elle les aura sur les 3 modes. À moins que le constructeur triche. Mais bon, on a en tout cas les pourcentages de batterie, puisque là on part avec 79% de batterie, ce qui va me permettre de relever avec les pourcentages de batterie. Je le rapporterai à la capacité totale efficace de la voiture que je connais. On va voir du coup, et on va vraiment... je suis curieux quand même, je suis très très curieux. Sinon, la clim est en éco, celle-là je la laisse en éco toute l'année, et sur tous les modes. Donc qu'on soit en confort, qu'on soit en sport ou en éco, c'est pareil. Autre petit point, je viens de faire le trajet préparatoire, le tour de chauffe avec le mode éco. C'est vraiment pas énergique, hein. Franchement, ça fait un peu peur parce que je retrouve mes jeunes années où je me suis fait plusieurs peurs assez faramineuses avec des voitures très peu puissantes, et en niveau sécurité pour s'insérer, etc., c'est un peu compliqué. Voilà, je vais rouler en mode B tout le temps. Donc le mode B, c'est le mode régénération maximale. Pourquoi? Parce que je vais utiliser, dès que je suis sur des routes principales, c'est-à-dire des grandes routes, ou dès que je serai sur l'autoroute, je vais utiliser le régulateur de vitesse. Donc je
voudrais que la voiture garde cette vitesse-là. Et comme je ne sais pas si ce régulateur fonctionne aussi de la même manière que celui de la Tesla, donc s'il est capable d'utiliser les freins physiques, donc du coup j'ai mis en mode B pour tout le trajet et pour tous les trajets, donc ça va être bien. Alors après ce petit col, je me rends compte que pour suivre le trafic, le mode éco suffit largement, hein. Mais par contre, si vous avez besoin de dépasser, c'est franchement tangent, hein. Très sincèrement, c'est même relativement compliqué. Donc, comme dit, le mode éco est à réserver aux conduites calmes. Le premier tour est fait en mode éco et la voiture me dit 61% à l'arrivée. Donc à savoir, j'ai consommé 18% de batterie sur le trajet et je regarderai le temps à la maison et 59,3 km. Comme je n'ai pas car scanner, je fais donc un rapide calcul qui est le suivant. Je multiplie la capacité utile de la batterie que j'ai mesurée il y a quelques jours, à savoir 51,47 kWh, par 18%. Ensuite, je divise le résultat par le kilométrage divisé par 100 pour avoir la consommation au 100 km. Pour ce trajet en éco, j'ai parcouru la boucle en 53 minutes avec une consommation calculée de 15,65 kWh au 100. Voyons maintenant le mode confort. Retour maintenant à Saverne, on repart direction Phalsbourg, deuxième tour. Alors, première constatation, en haut du col, la voiture, elle me dit que j'ai consommé 2 kWh de plus au 100 en moyenne. Mais après, c'est un peu normal parce que là, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a toute la puissance en fait, parce que à certains moments, l'adhérence était un peu limite. Je pense que c'est les pneus tout temps en été, là, clairement, il fait chaud, les pneus, ils aiment pas. J'ai l'impression que la voiture... on va dire, est moins linéaire dans ses consommations. Mais bon, après, c'est tout à fait logique. J'ai consommé 17% de la batterie et non pas 18%. Et cette fois-ci, elle m'indique 14,9 alors qu'elle me dit 15, 14,9 pareil avant. Donc, allez, je pense que je suis vraiment dans ma marge d'erreur. J'ai refait le même calcul pour le mode confort, et je suis arrivé à une consommation de 14,76 kWh au 100. J'ai fait la boucle en 54 minutes, soit une de plus qu'en mode éco. Une différence de 1 minute n'est pas vraiment pertinente, parce que un simple feu rouge peut vous faire changer de 1 minute. Donc ça va, c'est tout à fait dans la norme. Voyons maintenant ce que donne le mode sport. Je remets à zéro une troisième fois. Et maintenant, je passe en mode sport. C'est parti pour le troisième trajet. Alors, en haut du col, j'ai les mêmes consommations en sport qu'en éco. Sachant que j'avais de nouveau de la circulation alors qu'avant j'en avais un peu moins. Donc là j'ai dû faire 2 dépassements et je suis à peu près aux mêmes consommations qu'avec le mode éco. Je roule un peu sur des œufs parce que j'ai senti une petite dérobade du train avant au moment du dépassement. Donc ouais, attention quand même pour les pneumatiques 4 saisons par temps chaud, ça tient pas génial. Surtout les Goodyear qui sont pas terribles en fait, hein. Voilà. À l'arrivée, mon tableau de bord indique 14,7 kWh au 100, soit encore moins qu'en mode confort. Au final, ma consommation calculée pour le mode sport est identique à celle du mode confort, alors que j'ai fait la boucle en 52 minutes, soit un peu plus rapidement qu'en éco et en confort. Mais alors, que peut-on en tirer comme résultat? Premièrement, si on prend les chiffres bruts, on pourrait se dire que le mode éco impacte négativement la consommation. Reste que ce résultat doit être largement nuancé, et je vous explique. Premièrement, si nous avons une bonne exactitude du kilométrage, le fait de se baser sur les pourcentages restants dans la batterie est plutôt imprécis. L'affichage des pourcentages est en effet arrondi.
Le changement de pourcentage se fait au passage du demi% de chaque valeur. On aura ainsi un affichage de 20% au tableau de bord pour une valeur réelle de 20,5 à 19,5%. Ce qui veut dire que notre différence de charge peut être faussée de plus ou moins 1%. Donc que notre erreur s'élève à 2% de la capacité, ce qu'on peut rapporter à 11% d'erreur sur les 17 ou 18% mesurés au niveau de la capacité. Dans notre tableau, nos valeurs réelles de consommation sont donc comprises entre 14,78 et 16,35 kWh au 100 pour le mode éco, et entre 13,94 et 15,56 kWh au 100 pour les modes confort et sport. Il y a donc une zone où les consommations se chevauchent. Il est tout à fait possible que le vrai résultat soit dans cette zone, même si c'est peu probable. En effet, la voiture relève bien une différence de 0,3 kWh au 100, différence minime mais intéressante tout de même. Au niveau sensation, une grande partie des trajets ont été faits sous régulateur adaptatif, et celui-ci ne régit pas du tout de la même manière en fonction du mode de conduite. En sport, il est bien plus incisif qu'en éco ou en confort. Du coup, la consommation s'envole à l'accélération, mais on est très vite à vitesse stabilisée, donc aux consommations les plus basses. En mode éco, par contre, il faut beaucoup plus de temps au régulateur pour s'adapter, et la consommation reste plus importante sur une plus grande distance. Pendant le trajet, j'ai pu constater que les consommations étaient assez similaires, à vitesse stabilisée, mais largement différentes autrement. À tout moment du trajet, la consommation en mode sport était au pire celle en mode éco, et au mieux largement inférieure. En tout cas, elle était toujours plus basse sur les portions sinueuses ou à forte pente. Autrement dit, sitôt qu'on a besoin de puissance. En conclusion, le mode éco est pour moi une aberration et un mensonge marketing éhonté. Non seulement il ne consomme pas moins, mais en plus rend la voiture inapte à se sortir de situations dangereuses. Limite, ça peut avoir une utilité en hiver ou lorsque les conditions d'adhérence sont dégradées. Mais c'est tout. Messieurs les constructeurs, arrêtez d'intituler ce mode éco et mettez mode hiver ou mode pluie ou tout ce que vous voulez, mais qui n'induisent pas en erreur le client. Quand un a commencé, tout le monde voulait ce mode éco, parce que si vous n'avez pas le mode éco, eh ben on va dire « Oui, mais vous avez pas le mode éco qui consomme moins », qui en fait ne consomme pas moins, c'est juste de la poudre aux yeux. Pour peu qu'il y en ait un qui l'enlève comme Tesla, eh ben on va lui taper dessus en lui disant « Ouais, mais toi t'as pas de mode éco, tu peux pas consommer moins ». Ce qui est, encore une fois, faux d'un point de vue factuel. Là, franchement, il y a de quoi s'énerver, parce que les constructeurs, au travers de leur lobby, face à la DGCCRF ou autre, attaquent Tesla pour son appellation autopilote, qui, elle, est pourtant parfaitement légitime. Toutefois, ils devraient commencer par balayer devant leur porte et supprimer l'appellation éco, qui est juste de la publicité mensongère. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien!